Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour les ombres derrière, on dirait un monstre dans un film d'horreur, mais promis, ce n'est pas le cas. Du coup, on est parti pour Elvis, bienvenue dans les Cinecdotes. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for Bon, si vous avez vu le film, vous savez que le film il est narré par le colonel Parker, qui est interprété par Tom Hanks. Mais à mon avis, le plus important, c'était surtout de réussir la prestation d'Elvis. Du coup, on va parler d'Elvis dans un premier temps. Et vu le film, qui de mieux pour Elvis, honnêtement, que Austin Butler. Austin Butler, il a toujours un petit peu chanté du Elvis, et d'ailleurs, c'est ses amis qui lui disaient qu'il devrait interpréter un rôle. Et quelques semaines plus tard, avoir discuté avec ses amis, il entend parler du rôle et du fait que Baz Luhrmann cherche quelqu'un pour interpréter Elvis. Il se dit ni une ni deux, j'envoie une cassette d'audition. Du coup, il enregistre une cassette avec la chanson Love Me Tender, mais il trouve que ça fait trop mauvaise imitation d'Elvis. Truc un peu naze, quoi. Et malheureusement, quelques jours après, il fait un cauchemar qui est horrible. Sa maman est décédée à Austin Butler, et il rêve qu'elle redécède. Toute la tristesse de ce cauchemar, il va la prendre, il va aller en piano chanter et jouer au peignoir la musique Unchained de Melody, et c'est là qu'il envoie sa cassette à Baz Luhrmann. Il obtient pas le rôle exactement là-dessus, mais il obtient une audition un petit peu améliorée, en tête-à-tête avec Baz Luhrmann. Du coup, bilan, faites des cauchemars horribles, et peut-être que vous obtiendrez plein de rôles. En fait, quand Baz Luhrmann il l'a appelé après avoir lu sa cassette, il lui a dit, écoute, on fait une meilleure audition, tu viens en face à face et tu me chantes 3 chansons d'Elvis. Du coup, il lui donne le nom des 3 chansons d'Elvis. Et le jour J, Baz Luhrmann, ce petit filou, il change des 3 chansons. Et pour Austin, c'était une manière de tester sa résistance à la pression. Et d'ailleurs, Austin, le jour J, a eu l'impression d'avoir foiré. Alors que, apparemment pas du tout, puisque Baz Luhrmann, quelques jours après, l'a rappelé pour lui dire qu'il obtenait le rôle. Mais Baz Luhrmann, il a entendu parler de Austin un petit peu avant de recevoir sa cassette, puisque Austin Butler s'est surtout fait connaître dans une pièce de Broadway qui s'appelle Le Marchand de glace est passé, aux côtés de qui il jouait avec Denzel Washington. Ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, Baz Luhrmann a évidemment appelé Denzel, il lui a dit, écoute frérot, qu'est-ce que tu penses de Austin Butler? Denzel lui a dit que c'était un mec génial, qu'il avait une éthique de travail comme il l'avait rarement vu dans ce milieu-là, et qu'il le recommandait à 1000%. A priori, bon choix. Mais pour réellement se décider, Baz Luhrmann, il a envoyé Austin dans des ateliers d'art dramatique, il l'a fait faire un tas d'essais à l'écran, et c'est à l'issue de cette préparation et de ces différents tests que Baz Luhrmann a su qu'il tenait quelqu'un qui pourrait interpréter Elvis et son aura musicale et charismatique. Austin Butler, de son côté, il n'a pas appelé Denzel Washington, mais il a appelé Rami Malek. Vous n'êtes pas passé à côté, Rami Malek a interprété Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Ça a beaucoup fait parler, tellement qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Et du coup, il s'est dit, bon, si lui il a eu l'Oscar du meilleur acteur, on va lui demander 2-3 conseils. C'est plutôt malin. Si vous vous demandez quelles sont les parties qui sont chantées par Austin Butler en personne dans le film, en gros, c'est tout ce qui est son début de carrière avant les années 60, où Austin Butler chante à chaque fois, mais de temps en temps, il faisait un petit mix avec la voix d'Elvis Presley, la voix originale évidemment. Mais par contre, pour tout ce qui est sa seconde partie de carrière, là, ils ont récupéré des enregistrements d'Elvis lui-même pour que ça colle encore mieux. Ça n'a pas dû vous échapper, Austin Butler, il a une prestance de zinzin dans le film. Et si vous vous demandez comment il passe de Austin Butler à Elvis, c'est littéralement comme ça. Ils ont mis en place, pour le chant et la voix notamment, un déclencheur, donc un truc comme ça, ou alors un mot, par exemple, dès qu'ils disaient le mot Elvis, et inconsciemment, Austin Butler, lui, switchait de Austin Butler à Elvis Presley. Et c'est marrant parce qu'après le tournage du film, pendant les interviews pour la promo du film, le déclencheur, des fois, déclenchait tout seul le truc, et Austin Butler se mettait à avoir la voix d'Elvis Presley. Attention, c'était pas la voix qu'il avait dans le film non plus, mais c'était plutôt des résidus d'accent, disons. Austin Butler, il en a fait pas mal des choses pour préparer son rôle, mais pour lui, ce qui mettait le plus en condition, c'était que pendant le tournage, il s'endormait, il se réveillait avec du Elvis Presley dans les oreilles. Quand tu bois Elvis, quand tu manges Elvis, quand tu dors Elvis, à un moment, c'est sûr que t'es Elvis. Je vous ai dit, on a aussi le colonel Tom Parker, interprété par Tom Hanks, qui est très important dans le film. Et c'est Baz Luhrmann lui-même qui a fait la découverte de ce colonel quand il faisait des recherches sur Elvis. Et il a compris que pendant la majeure partie de la carrière d'Elvis, ces deux personnes étaient en étroite collaboration. Donc il s'est servi du personnage. Et d'ailleurs, le colonel, il vous prévient au début, c'est plus ou moins un bonimenteur. En fait, il est ni colonel, il s'appelle pas Tom, et il s'appelle pas Parker non plus. Donc le gars, quand il se présente, tu sais pas qui c'est au final, puisqu'il te donne rien qui est vrai. Le seul truc sur quoi ce fameux colonel est réellement honnête, c'est qu'il n'a pas du tout l'oreille musicale, il est juste bon à repérer les talents et les vrais showman. Les mecs savent littéralement électriser une foule et un public. Le public féminin, comme il devient zinzin dans le film, c'est un truc de fou. Dans le film, on a Priscilla Presley, qui est l'ex-femme et du coup veuve de Elvis Presley, qui est encore en vie. Du coup, Tom Hanks, il s'est dit, bon écoutez, elle connaissait le colonel
Tom Parker, je vais aller la voir et lui demander des conseils. Tom Hanks s'attendait à ce qu'elle lui dise que le colonel c'était un menteur, qu'il était mauvais, etc. Et elle pensait tout le contraire de lui. D'ailleurs, elle aurait bien aimé qu'il soit encore en vie, d'après ses déclarations. C'était quelqu'un qui les a beaucoup soutenus, il était génial, il avait été toujours honnête. Effectivement, c'est un petit filou, mais plus ou moins à sa manière. D'ailleurs, pour Tom Hanks, c'est un peu une catharsis d'interpréter ce personnage, parce que vous le savez, c'est quelqu'un qui a une image de fou auprès du public, c'est quelqu'un qui est adoré de tout le monde, et là, interpréter un personnage qui est un peu à contre-courant de sa carrière, bah ça change pour lui, forcément. Dans le film, on a 3 versions du colonel Parker, on a entre 45 et 60 ans, à la soixantaine, et à 87 ans avant sa mort. Figurez-vous qu'évidemment, il fallait que le physique se dégrade avec le temps. On n'a pas beaucoup de changements entre 45-50 et la soixantaine, juste arrondir un peu le cou, rajouter un peu de graisse et de ballonnement, et rajouter aussi des taches de vieillesse. Mais pour la version à 87 ans, ils ont tout donné, et ça nécessitait des heures et des heures et des heures de maquillage. Ils lui ont notamment rajouté une perruque avec des cheveux blancs, des prothèses dentaires, et aussi encore plus de taches de vieillesse, et forcément de bronzage. Mais le plus long, c'était surtout les heures passées au maquillage. Pour les versions de 45, 50 et soixantaine d'années, on était sur 3h30 de maquillage quotidiennement, et pour la version de 87 ans, on était sur 5 heures quotidiennement. Je sais pas si vous avez idée de ce que ça représente, 5 heures dans une journée de tournage pour Hollywood, c'est énorme, c'est considérable. Donc évidemment, le matin, début du tournage, c'est sans lui. C'est marrant parce que Tom Hanks, l'acteur, la personne, a un rapport avec Elvis qui est assez étonnant, puisque dans Solomon, son personnage est un très grand fan d'Elvis Presley. Dans le film Elvis a quitté le bâtiment en 2004, il joue un imitateur d'Elvis. Et même son fils, Colin Hanks, a joué l'un des personnages principaux de Elvis et Nixon, sorti en 2016, qui parlait évidemment d'Elvis Presley. Je suis désolé, je pense que je vais galérer avec son nom. Elle s'appelle Olivia de Jonge, l'actrice qui interprète Priscilla Presley, et je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Donc dans le doute, je vais l'appeler Olivia, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Olivia, elle vient surtout des films d'horreur en fait, elle s'est fait connaître avec The Visit et Watch Out, dans lequel elle interprète 2 personnages relativement intelligents, et c'est ça qui a plu à Baz Luhrmann, qui cherchait une actrice, tout comme Austin Butler, qui était assez mature pour son âge, et qui était très intelligente et qui avait confiance en elle. Et évidemment, Olivia, pour se mettre dans le rôle, elle s'est aidée de tout un tas de choses, et elle s'est documentée en amont. Notamment grâce au livre de Priscilla Presley qui s'appelle Elvis et moi, aussi les interviews, ou les petits films amateurs où on voit Elvis. Et évidemment, pour s'imprégner au maximum du personnage que possible, elle a lu tout ce qui est passé autour de Priscilla Presley, l'original. Je dis l'original parce que comme on parle de Olivia qui incarne Priscilla, mais aussi de Priscilla Presley, la vraie, l'original justement, il y a de quoi se mélanger. D'ailleurs, pendant un moment, il y avait une rumeur comme quoi Priscilla Presley, elle voulait que ce soit Lana Del Rey qui interprète son personnage, mais on n'en a plus entendu parler, donc a priori elle n'a pas été castée. Et surtout, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que Priscilla a pensé d'Olivia de Jonge dans son propre rôle. Quand t'es acteur et que t'as la chance que le personnage que t'interprètes soit encore vivant, c'est dommage de quand même pas savoir ce qu'il en pense, et pire, s'il aime pas, c'est la loose. Maggie Gyllenhaal et Rufus Sewell ont été choisis pour interpréter les parents d'Elvis, mais ça, c'était avant que la production s'arrête à cause du Covid, et du coup, quand la production a repris 6 mois plus tard, les 2 acteurs n'étaient plus disponibles, donc ils ont dû les remplacer par Ellen Thompson et Richard Roxburgh. À la place d'Austin Butler, dans les castings, on aurait pu avoir Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson, Harry Styles ou encore Miles Teller. Décidément, Miles Teller, il est partout. Mais la production a préféré Austin Butler. Le tournage d'Elvis, il s'est fait à 90% en Australie, le pays natal de Baz Luhrmann, et il s'est amusé à aller dans toute l'Australie pour vraiment chercher les acteurs qu'il allait intégrer dans le film. Parce que 80% du film est composé d'acteurs australiens. Et évidemment, le film a été fait avec le soutien du gouvernement australien. Mais bon, quand tu fais un film sur le King, est-ce que t'as vraiment le choix ? Je crois pas. Pour reconstituer Graceland, les chefs décoratrices ont eu accès aux archives de la fondation Graceland, évidemment c'est le mieux. Il a fallu au total 6 semaines pour construire l'extérieur de Graceland, mais en raison du confinement, évidemment, le décor est resté protégé sous une bâche pendant près de 1 an. Toute la végétation a dû être déplacée et conservée en lieu sûr, mais aussi arrosée et entretenue pendant l'interruption du tournage, tout comme les pelouses autour de la propriété d'ailleurs. L'intérieur de la maison est composé aussi bien de mobilier vintage datant des années 50 trouvé chez des brocanteurs et des accessoiristes, mais aussi évidemment des objets fabriqués par l'équipe accessoiriste. Pour ce qui est des voitures et des motos, c'est le directeur artistique en chef qui s'en a occupé. Ils ont dû récupérer au total plus de 300 véhicules, mais ils en ont acheté seulement une quinzaine, et par chance, ils en ont répatrié que quelques-uns des États-Unis, parce que beaucoup de choses, au final, se trouvaient en Australie. Il y a une quantité faramineuse de véhicules, donc ils avaient un petit peu peur de ça au début. Et par chance, beaucoup de collectionneurs avaient des choses dans leur garage qui leur prêtaient gentiment. Donc, beaucoup de véhicules ont été prêtés par des collectionneurs à la production, et ils savaient très bien que la production allait premièrement en prendre soin, et deuxièmement, les retaper, les repeindre, etc., etc. Ce qui fait que leur voiture allait prendre de la valeur,
et eux, ils la prêtaient gratuitement. Donc c'était un échange tout bénef, disons. Et évidemment, le véhicule sur lequel il ne fallait pas se rater, c'est la fameuse Cadillac Rose. Dans le film, Elvis se réfugie souvent dans des clubs avec ses amis à Beale Street, et c'était le décor le plus long et le plus vaste à construire. Au total, ça a nécessité 3 mois de le faire construire, et surtout, le truc le plus dur, c'était que les rues devaient être en pente, comme elles l'étaient à l'époque à Beale Street. Au cours du tournage, Baz Luhrmann, il a fait ce qu'on appelle littéralement du trainspotting, c'est-à-dire qu'il a reconstitué des images réelles d'archives existantes en fiction. Il y a notamment le concert spécial d'Elvis en 1968, les fameuses émissions de Steve Allen et Milton Berle, et les concerts de Las Vegas. En fait, pour eux, c'était très fun à faire, puisqu'il y avait tellement d'images existantes qu'ils pouvaient tout reproduire à l'identique. Les éclairages utilisés, les optiques utilisées, les décors, etc., etc. Du coup, c'est tout simplement de la reconstitution pure et dure, donc un défi technique. Les experts en ingénierie optique chez Panavision ont créé 2 optiques spéciales pour le film. Premièrement, une optique 65 mm qui va filmer tout ce qui se passe avant le concert à Las Vegas. C'est une optique qui est très douce, avec un petit peu moins de teinte et qui est un petit peu plus désaturée. Et ça permet de restituer une image un petit peu historique. Enfin, c'était ce but-là, en tout cas, dans le film. À partir du concert de Las Vegas, on passe avec la seconde optique, à savoir une optique anamorphique, qui retranscrit beaucoup mieux les années 70, puisque la déformation est vraiment caractéristique de ces années-là. D'ailleurs, c'est une optique qui a beaucoup plus de contraste, et forcément qui a un rendu un petit peu plus fluo, entre guillemets, à l'image. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant quand on n'est pas du tout connaisseur ou quand on se renseigne pas sur la manière de filmer, la manière de cadrer les détails techniques. Ça permet de ressentir une transition visuelle. Si vous la voyez, tant mieux. Mais si vous ne la voyez pas, le film est clairement séparé en 2 parties. Avant Vegas, après Vegas. Au cours des recherches approfondies, il a évidemment fallu trouver des gens qui pourraient conseiller, des gens qui avaient travaillé avec Elvis en personne. Et donc, il a travaillé avec le producteur Dave Cobb, qui travaille au studio RCA Studio A à Nashville. C'est d'ailleurs à ce studio-là que Elvis a enregistré en personne des centaines de chansons. T'imagines, tu vas dans un studio où Elvis a déjà enregistré des chansons? Le choc que tu dois avoir, ça doit être un peu bizarre. Et pour qu'Austin Butler puisse réinterpréter et réenregistrer du coup les tubes d'Elvis Presley, évidemment, il a fallu l'accompagner. Du coup, Dave Cobb, il a ramené quelques musiciens que lui, il connaissait, notamment certains qui avaient travaillé avec le guitariste du premier groupe d'Elvis Presley. Guitariste qui s'appelle Scotty Moore, si vous êtes curieux de le rechercher. Vous vous en doutez, étant donné qu'on a 3 décennies, les années 50, les années 60 et les années 70, ça veut dire tout autant de costumes à gérer. À votre avis, Austin Butler, à lui seul, combien il a porté de costumes pendant toute la durée du film? Allez-y, je vous laisse écrire dans les commentaires. 90. 90 costumes à lui seul pendant toute la durée du film. Il y a un truc qui était typique de l'époque, dans les années 50, c'est que toutes les rockstars, ou entre guillemets, personnes qui voulaient faire du show, allaient se fournir, au niveau des vêtements, sur Beale Street, chez ce qu'on appelle Landscape Bros. C'est une boutique qui fait des vêtements, mais qui fait des vêtements très chics, très bien habillés, très scénographiques, disons. Cette boutique existe toujours, et elle est détenue par le fils de l'ancien propriétaire et sa femme, et du coup la chef costumière est allée en personne les rencontrer pour discuter avec eux et voir comment se passe entre guillemets l'hérédité de la boutique. Tout à l'heure je vous ai dit Tom Hanks il est maquillé dans le film, mais il est maquillé pas par n'importe qui, par un vétéran à Hollywood qui s'appelle Daniel Stript. Il a travaillé sur 16 des films de Tom Hanks sur les 20 dernières années, mais le gars a aussi été le maquilleur personnel d'Elvis Presley sur Le Shérif de Sedan en 1962, et il a aussi créé le bronzage d'Elvis pour 2 de ses films, C'est la fête au harem en 65 et L'amour en 4e vitesse en 64. Juste après avoir terminé le tournage, Austin Butler il a été transféré d'urgence à l'hôpital parce qu'il était infecté par un virus qui simulait l'appendicite. Plus de peur que de mal, il a été alité pendant quelques heures le temps que tout le monde comprenne que tout va bien, et puis c'est tout. Je vais vous proposer un second petit jeu si ça vous convient. Décidément, on s'amuse de plus en plus devant ces vidéos, c'est incroyable. Je vais vous montrer la fiche d'Elvis, que voici, et dites-moi si vous remarquez un détail ou quelque chose. Je vais zoomer un peu, dites-moi si vous voyez un truc là. Encore un peu. Encore un peu. Voilà, bon là vous voyez très clairement les lettres. TCB, littéralement Technicolor of Business, qui est un groupe qui a été formé dans le cadre des sections rythmiques de ses concerts par Elvis lui-même en 1969. TCB a joué avec Elvis jusqu'à sa mort en 1977, mais après les membres malheureusement se sont dissous pour jouer avec d'autres chanteurs. Cependant, ils se sont quand même réunis en 1979, 1981, 1987 et 1997 pour jouer ensemble à nouveau, et 1997 ça a été définitif, puisque à l'heure actuelle en 2022, le groupe TCB existe toujours, mais malheureusement,
tous les membres du groupe ont changé. Gladys, qui est la mère d'Elvis Presley, elle s'est mariée avec Vernon, du coup le père d'Elvis Presley, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Sauf qu'elle a 4 ans de plus que Vernon. Vous faites le calcul? Vernon n'avait que 17 ans pendant leur mariage, donc il a dû mentir et dire qu'il avait 18 ans. Comme quoi, les plus grandes légendes du XXe siècle peuvent même arriver un peu douteusement, quoi. Hein. À Las Vegas, il y a une scène où on voit Elvis mettre un pistolet dans ses bottes à un Derringer. Figurez-vous que c'est ce qu'il faisait en vrai, après avoir reçu des menaces de mort. Là, comme ça, au premier abord, Elvis, il n'a pas un physique très sportif, et pourtant, figurez-vous qu'il a été un boxeur amateur très talentueux, et il a même représenté son école lors d'un combat. Et c'est quelque chose qui lui a toujours servi dans sa carrière, notamment cinématographique, quand il devait se battre à l'écran. Évidemment, on parle d'Elvis, donc ça a un rapport avec Elvis, mais très peu de rapport avec le film, puisqu'on ne le voit pas du tout dans le film. Elvis, en fait, c'est un grand fan de technologie, et ça a été l'une des premières personnes aux États-Unis à avoir installé un téléphone portable analogique dans sa voiture, et surtout l'un des premiers magnétoscopes Betamax chez lui, après qu'ils aient été introduits par Sony en 1975. En même temps, à l'époque, ça devait coûter une blinde, et Elvis était blindé. Forcément, il peut se le permettre. Vous vous en doutez, mais pour que le biopic ait lieu, il faut les autorisations et les approbations des proches d'Elvis, et dans ses proches, on a Lisa Marie Presley, qui est sa fille unique d'ailleurs, et son ex-femme, Priscilla Presley, dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et ben, tout le monde a approuvé, et surtout, Priscilla Presley, elle a approuvé, et elle a dit que, enfin, elle a approuvé le film, hein, et elle a dit que c'était absolument génial, que c'était fait avec brio et créativité. Pour ce qui est de Riley Keough, je suis désolé, les noms dans cette vidéo sont légèrement catastrophiques, ils ont tous des blazes un peu wouh. Elle a clairement été émue aux larmes par la prestation d'Austin Butler, et elle a dit que c'était absolument brillant. Et selon elle, il a magnifiquement capturé l'essence même de ce qui faisait son grand-père. Mais par contre, elle ne l'a pas connu. Du coup, je suppose qu'elle se base sur ce qui existe déjà, ce que lui ont dit ses proches, etc. quoi. On a fini avec la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films que vous voulez que je fasse en commentaire. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!